Bonjour à tous, c'est Simlef, et aujourd'hui je poursuis mon étude sur une possible invasion de l'Europe par le pacte de Varsovie pendant la guerre froide, et je vais répondre à cette question: comment a évolué progressivement le rapport des forces entre les deux protagonistes? Dans les années 1970, l'avantage est au pacte de Varsovie. C'est ce que prouve ce document, qui est tiré de ce livre anglais très sérieux, très précis, très complet, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Regardez, au niveau des tanks, c'est flagrant. L'URSS a 4 fois plus de tanks que les États-Unis, 2 fois plus d'APC, c'est-à-dire de véhicules blindés, pour l'infanterie. Concernant le personnel, les soldats eux-mêmes, c'est des rapports de force en faveur de l'URSS, 4,8 millions contre 2,1 millions, et l'écart est encore plus grand en ce qui concerne les réserves. Donc on le voit, l'URSS et le pacte de Varsovie ont l'avantage de la quantité, du nombre, par rapport à l'OTAN. Deuxième atout pour les communistes, celui de l'artillerie. Si on prend en compte les mortiers, les canons, les lance-roquettes multiples, on a une supériorité de 3 contre 1. Donc là aussi, les Russes ont un avantage qui aurait pu peser lourd au cours d'une bataille en Allemagne de l'Ouest. D'accord ? Donc les communistes ont l'avantage de la quantité, c'est ce que confirme aussi cette archive qui nous provient de l'OTAN. Vous voyez que même pour les avions, ils en ont plus que les occidentaux. Mais ils ont encore une fois d'autres avantages. Notamment en 1976, l'OTAN se dote d'une nouvelle doctrine qu'elle fait apparaître dans son manuel de l'US Army, qui s'appelle Active Defense, qui est basée sur l'attrition, l'usure, sur la puissance de feu, notamment toute une série de missiles anti-chars lancés par des avions, des véhicules, des hélicoptères combinés au tir de l'artillerie. Mais c'est pas la meilleure stratégie pour l'Occident, parce que c'est une défense très linéaire, très statique. Une défense où on ne cède pas un seul pouce de terrain, on contre-attaque dès le début, mais si vous voulez, la défense n'est pas échelonnée en profondeur. Il y a très peu de réserves. C'est donc une tactique peu efficace, qui vraiment est très critiquable, et on peut penser que dans les années 70, en cas de véritable attaque, elle n'aurait pas été suffisante pour repousser les troupes du pacte de Varsovie. Concernant la qualité, cette fois, l'URSS a rattrapé une partie de son retard technologique par rapport aux années 1950-1960. Ici, ce véhicule, c'est un BMP, c'est un véhicule de combat d'infanterie, et il n'y a pas d'équivalent du côté de l'OTAN. Et ce véhicule est vraiment intéressant parce que vous voyez, il y a quand même un canon de 73 mm, un missile anti-char, donc on a carrément presque un tank léger, alors que du côté de l'OTAN, on a plutôt des véhicules de transport de l'infanterie, pas des véhicules de combat d'infanterie. Donc ça, c'est un atout pour les troupes mécanisées communistes. Du côté aérien, cette fois, vous avez ici un SA-6 Gainful, un missile de défense aérienne. Ces missiles donc ont fait leur preuve lors de la guerre du Kippour en 1973 justement, où ils ont causé beaucoup de dommages à l'aviation israélienne. Donc on voit que dans les années 1970, les soviétiques auraient été capables de contester la domination du ciel à l'aviation occidentale. Alors d'habitude, les avions c'est quand même un gros atout pour les forces de l'OTAN. Et l'URSS est en mesure d'enlever cet atout à l'OTAN. D'autre part, dans le domaine des hélicoptères, l'URSS était en retard précédemment, dans les années 60. En 1973, elle sort cet hélicoptère d'assaut, un Mi-24 Hind, qui est véritablement un chien de guerre, un système d'armes qui est terrible, qui a une grande puissance de feu. Et là aussi, l'URSS fait quasiment jeu égal avec les appareils de l'OTAN. D'accord ? Tout ça pour dire qu'en 1970-1975, l'URSS aurait eu l'avantage. C'est ce que dit le chercheur Benoît Bihan dans la revue Guerre et Histoire, dans ce numéro de 2017. Reste que le pacte de Varsovie n'a jamais eu autant de chances de l'emporter
que dans les années 1974 à 1978, l'OTAN n'y aurait pas survécu. Donc sa conclusion est claire, limpide et sans équivoque. Par contre, dans les années 80, là cette fois l'OTAN récupère l'avantage, inverse la tendance. Là vous avez toujours une comparaison des différents équipements entre les deux blocs, et les soviétiques ont toujours leur supériorité numérique. Les chiffres datent de 1984, et par exemple pour les tanks, vous voyez, vous avez toujours 46 000 tanks environ, contre 17 000. Pareil pour les canons, toujours une grande supériorité des forces du pacte de Varsovie. Par contre, remarquez que c'est quand même plus nuancé du côté des hélicoptères. Plus d'hélicoptères d'assaut pour les communistes, plus d'hélicoptères de transport pour les occidentaux. Ok ? Cependant, concernant la doctrine, cette fois l'OTAN a vraiment mis les bouchées doubles. Il s'est doté de la doctrine Airland Battle, qui est basée sur l'art opératique. Vous savez, c'est ce niveau qui est entre la tactique et la stratégie. Il prononce une doctrine qui intègre toutes les nouveautés technologiques. C'est plus tard ce qu'on appellera la RMA, la révolution dans les affaires militaires, c'est-à-dire donc une circulation massive et rapide de l'information dans le champ de bataille. Du coup, les troupes de l'OTAN manœuvrent bien mieux, elles font des contre-attaques plus efficaces, la défense est nettement moins statique. Cette stratégie paraît nettement plus efficace que la doctrine précédente de 1976. Au niveau technologique, l'OTAN récupère son avantage dans le domaine de l'aviation. Un F-15 à gauche, un avion de supériorité aérienne, un F-16 à droite, avion multirôle, ce sont des appareils exceptionnels, de vraies réussites, qui vont inverser donc la tendance, et face aux missiles solaires de Moscou, ils ont cette arme redoutable, un missile anti-radar ARM, qui permet de détruire les missiles solaires, comme le font ici les appareils israéliens en 1982, pendant l'opération Paix pour la Galilée, c'est au Liban. D'accord ? Donc de nouveau, l'OTAN récupère la maîtrise du ciel. Dans le domaine terrestre, l'OTAN a aussi maintenant des chars qui sont meilleurs que ceux de l'URSS. Ici, c'est un char Léopard que possédaient à l'époque les Allemands, les Hollandais notamment. Les États-Unis vont avoir le char M1A1 Abrams qui sera nettement supérieur au T-72 de Moscou. Et dans le domaine des hélicoptères, ils vont sortir l'Apache, là aussi un exceptionnel hélicoptère d'assaut qui va vraiment faire ses preuves pendant la guerre du Golfe de 1990-1991. Donc vous voyez qu'avec cet avantage de la qualité, l'OTAN reprend l'avantage dans les années 1980. Toutes périodes confondues, voici les avantages respectifs des deux protagonistes. Vous retrouvez ce que j'ai déjà dit. Quelques éléments en plus, par contre, les Russes auraient eu l'avantage de la surprise et donc des frappes initiales, des raids de commando qui auraient pu préparer le terrain et faire pencher la balance en leur faveur, la question des renforts, j'y viens tout de suite après, le sens du sacrifice et du dévouement. Par contre, côté OTAN, l'avantage de la souplesse, de l'esprit d'initiative et de la marine de guerre, notamment les porte-avions, clairement. Alors les renforts, j'y parle, donc si les deux superpuissances veulent envoyer des renforts, c'est 6000 km par voie maritime plus 800 km pour les Américains et seulement 650 km pour les Russes. Donc ça, c'est quand même une épine dans le pied de l'OTAN. Voilà, je vous ai tout dit. La prochaine fois, j'aborderai donc la question de stratégie, de démarche opérationnelle en répondant à la question où les Soviétiques auraient-ils attaqué. Merci pour votre écoute et à bientôt.